Salut, je m'appelle Briac. En 2013, j'ai voulu avoir un enfant avec ma compagne. Enfin, elle a voulu avoir un enfant avec moi plutôt. À la base, moi, j'en voulais pas, mais elle est influenceuse. C'est une bonne influenceuse. Et du coup, on a essayé d'avoir un enfant et on n'arrivait pas à en avoir un. Et on a fait des tests. Mon sperme est excellent. Et j'avais peu de doutes sur ça. Très peu de doutes sur ça. Par contre, c'est avéré que elle, au niveau hormonal, c'est problématique. Du coup, on lui a prescrit une thérapie hormonale qui consiste en fait à se piquer avec une grosse aiguille comme ça tous les jours dans le ventre pour la stimuler au niveau embryonnaire. Et c'est très contraignant puisque tu vois, elle se piquait toujours et elle avait des bleus sur tout le ventre et c'était... c'est vrai, c'est pas une blague. Mais ça permet effectivement, avec cette stimulation, à un moment, le gynéco il peut t'appeler, il prend des mesures régulièrement et le gynéco il t'appelle. Et au moment où il t'appelle, tu as 3 heures pour avoir des relations sexuelles. Et c'est littéralement une fenêtre de tir. Donc tu as 3 heures pour vraiment essayer d'avoir un enfant à ce moment-là. Et moi ça me faisait beaucoup de peine qu'elle se pique tout le temps parce que moi dans cette affaire-là je faisais rien, concrètement, je jouais à la PlayStation. Et je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour être quelqu'un de cool et de bien. Et c'était le 1er novembre. J'ai dit on va faire tout ce qu'on ne pourra pas faire si un jour on a un enfant, on va faire les derniers trucs, on va voyager, on va assouvir nos passions. Et je me suis dit écoute on va aller en Italie, moi je viens d'Italie, je viens d'un endroit qui s'appelle le Piémont, d'un village qui s'appelle Sampère, et en Italie on a une particularité dans ce village, c'est qu'on vénère 2 choses. On vénère Jésus et le parmesan. Et à chaque fois que tu viens à ce village, chaque fois que tu as une question dans ta vie, tu dois demander ce que ferait Jésus à ta place. En général, il rajouterait juste du parmesan. Donc, merci, c'est gentil. Et donc, on va en Italie, on passe un très très beau séjour en Italie. Et quand on revient, c'est un dimanche. Et le lendemain, je me suis dit, écoute, je sais pas quand on va avoir cet enfant, mais il y a ce truc qui me trotte depuis un moment, j'aimerais monter sur scène, raconter des blagues. Et je m'inscris à un cours de stand-up. Donc le lundi soir, je suis inscrit à un cours de stand-up. Le dimanche soir, on se couche. Et dans la nuit, il y a quelque chose qui tape à ma porte. Ça tape très fort à ma porte. On sonne beaucoup à ma porte. Et je vais ouvrir. Et en fait, c'est mon père. Il a une partie de ses vêtements qui est brûlée. Et il me dit notre maison a brûlé, on a tout perdu. Et il habitait à 20 mètres de chez moi. Et je vais chez lui en pleine nuit, effectivement il y a des pompiers de partout, il y a des ambulances et une partie de sa maison a brûlé. Et lui il a passé une partie de la nuit à combattre le feu avant que les pompiers arrivent. Et à partir de là c'est un peu compliqué on va passer la nuit dehors, à essayer de comprendre ce qui s'est passé, à essayer de réparer ce qu'on peut réparer, à essayer de reloger mes parents. Et du coup toute la nuit on est debout, c'est vraiment une journée qui est très pénible. Mais le lundi soir, je me suis inscrit au cours de stand-up et j'y vais et le professeur de stand-up il me dit qu'est-ce que tu veux raconter de marrant? J'écoute, ce qui est marrant c'est que la maison de mes parents a pris feu cette nuit, je trouve ça drôle. Il m'a dit non mais raconte quelque chose de vrai. Et c'est littéralement arrivé, je sens la suie, mes parents ça a pris feu cette nuit. Mes parents on les reloge d'un appart-hôtel. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés dans un appart-hôtel à Marseille? C'est l'antichambre de l'enfer parce c'est le seul endroit où ils se sont dit que peut-être que la moquette, ça pouvait faire tapisserie aussi. C'était une drôle d'idée. Merci, c'est gentil. Et mes parents, ça me fait beaucoup de peine, ils ont plus de 70 ans, ça me fait de la peine de les mettre dans cet endroit-là. Mais bon, il faut bien qu'on contacte l'assurance, qu'on fasse ces démarches, ils sont là, ils font ce qu'ils peuvent. Et mon père, il va pas bien. Mon père, jour après jour, je sais pas, c'est plus le même. Et ma mère elle me dit que la nuit il ronfle beaucoup. Et mon père il est de plus en plus blanc. Chaque jour que je le vois il est de plus en plus blanc, il est de plus en plus mal. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'un jour j'en ai marre, 6 jours après je l'amène aux urgences. Et en fait on s'aperçoit qu'en luttant dans l'incendie, il a absorbé beaucoup de fumée, beaucoup de chaleur. Et ça lui a brûlé toute cette partie-là à l'intérieur, tout l'œsophage, toute la gorge.
et que partout où c'était brûlé, il y a des particules de plastique qui sont venues remplacer la chair. Et il tombe en fait dans le coma. Et mon père tombe dans le coma dans la nuit du dimanche au lundi. Et moi, le lundi soir, j'ai cours de stand-up. Du coup, je me dis, tiens, j'ai un truc chouette à raconter. On me demande, raconte ce qui est un truc nouveau. J'ai fait, vous vous souvenez l'histoire d'incendie? Eh bien, mon père est tombé dans le coma. Et eux, ils trouvent ça pas drôle du tout. Et c'est là que je comprends que le stand-up que je veux faire, c'est pas le stand-up qu'ils veulent faire. Eux, ils veulent faire un stand-up qui consiste principalement à imiter des Africains. Et des Chinois, et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais raconter ce qui se passait vraiment dans ma vie. Et donc, le lendemain, le mardi, je vais voir mon père à l'hôpital. Et en fait, on me demande, les médecins me demandent de lui dire adieu. Ils disent, il s'en sortira pas, il est trop vieux, il va mourir. Et là, je me pose la question que tout le monde se poserait. Je me dis, qu'est-ce qu'il ferait Jésus à ma place? Et du peu que j'en sais, Jésus, il était vraiment dans le pardon. Il était vraiment là, il était cool. Là, je me dis, ok, mon père m'a rien fait de particulier, mais je vais lui pardonner, je vais lui demander pardon, peut-être. Et je rentre chez moi en ayant dit au revoir à mon père. Et le soir, coup de fil d'un numéro que je connais pas. Il me dit que c'est l'hôpital moi je suis en train de jouer à la PlayStation. Il me dit c'est l'hôpital qui va m'annoncer que mon père est mort. Il me dit putain, quand il est mort, j'étais en train de jouer à la PlayStation. C'est Rocket League, c'est un jeu où on a une petite voiture, on pousse un gros ballon. Je me dis waouh quoi. Et je sais pertinemment que Jésus ne faisait pas ça. Et quand je décroche, c'est pas l'hôpital. C'est la gynéco. Elle a reçu les analyses. Elle va partir sur mon moment, là, 3 heures, pour faire l'amour et concevoir notre enfant. Et je dis ça à ma femme, elle me dit, elle a sa réaction qui est tout à fait normale, elle me dit non, c'est pas le moment, laisse tomber. Je dis écoute, c'est comme les cours de stand-up. Moi je me suis inscrit. Je vais donner du mal. On va le faire. Et je sais pas si vous avez, et c'est rare comme cas, mais surtout pour les garçons, fait l'amour sans avoir envie. Mais là, c'est faire l'amour sans avoir envie avec son père dans le coma. C'est un peu le triathlon fatal. Et je sais que ça va être fait avec le mot amour, il va y être, mais le mot passion, il va pas y être. Je sais que je vais envoyer des têtards dégénérés. Je sais qu'il y a toutes les chances que l'embryon ce soit Dexter. Il n'a pas été conçu dans l'amour et la passion, c'est sûr. C'est ce qu'on a à faire et mon père, les jours d'après, il se réveille. Miracle, il se réveille, ouais. Mais il a un réveil un peu particulier. C'est qu'à son réveil, il a vu des choses de l'autre côté. Et il a compris quelque chose de très important. Il a compris qu'il y a une société qui s'appelle Hitachi. Vous voyez tout ce que c'est Hitachi? Hitachi, ce sont les climatisations. Et mon père, il me raconte cette histoire. Il me dit que maintenant, il sait tout sur une entité qui s'appelle Hitachi Arvoriaz, qui est contrôlée par un gars qui s'appelle Robert Bedrosian. Et Robert Bedrosian, il contrôle toutes les caméras du monde. Et Hitachi Arvoriaz, il t'envoie un message. C'est simple, c'est clair, c'est expéditif. Je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est mon père qui me raconte ça. Et mon père, et là j'en suis à un moment un peu triste, c'est que je me dis, putain, il est revenu pour ça. Et ça me fait de la peine, je vous jure, je me dis, mais ça sert à rien, il va être fou comme ça tout le temps. Et là, j'ai une approche rationnelle du truc, pas du tout Jésus. J'ai une approche super rationnelle, je me dis, je vais le chercher, son Robert Bedrosian. Et je vais montrer à mon père qu'à Hitachi, déjà il n'y a pas Hitachi Arvoriaz, parce qu'il n'y a rien à Arvoriaz. Et je sors, j'imprime tout l'organigramme d'Hitachi Europe. Pas un seul Robert Bedrosian, je vais la mettre comme preuve. Ouais, d'accord. Puis je cherche Robert Bedrosian. Et Robert Bedrosian, c'est un fan
de karaoké qui habite à Montréal. Le seul Robert Bédrossian que je connais, il n'a aucun rapport avec ça. C'est un retraité qui habite à Montréal. Et je l'amène comme preuve à mon père. Je dis, Robert Bédrossian, c'est lui qui met le feu la nuit, la fumée. Je le vois, il contrôle les caméras, il tâche Charvoriaz, simple, efficace, un message. Là, je prends une décision. Je me dis, je vais pas aller retourner au cours de stand-up, mais que le stand-up, ça me plaît toujours. Mais je vais plus aller à ce cours parce que ça me correspond pas. Je vois bien qu'ils sont pas prêts pour Robert Bédrossian. Ils sont pas prêts. Et on est début décembre, et mon père est né le 10 décembre, il obtient de sortir pour son anniversaire. Et ça y est, il sort. Et il a le droit de rentrer chez lui. Il est chez lui, il est dans son environnement, il reprend un peu ses marques avec ma mère. Et là, j'ai une bonne nouvelle de mon côté, c'est que ma femme est enceinte. Et je suis assez heureux. Et je dois leur annoncer à mes parents qu'elle est enceinte. Puis je réalise que je dois leur expliquer quand c'est que j'ai fait le bébé. Et annoncer à tes parents que tu vas avoir un petit garçon, c'est cool. Mais annoncer que tu as fait l'amour pendant que ton père était dans le coma, c'est bizarre. Et je leur annonce, ils sont... Et en fait, ils sont encore sous le choc. Ils sont encore sous le choc, ils me disent ce truc est bizarre, ils me disent... on va pas le voir grandir. Parce que pour eux, ils sont morts déjà. Et c'est bizarre, le temps passe. Ma femme, son ventre grossit. Et mes parents, ils sont relogés. Cette histoire, même si mon père est problème de santé, ça semble un petit peu derrière nous. Et je me dis, ok, tu feras plus court au stand-up. Tu vas aller sur scène. Et tu vas essayer ta première scène. Et ça nous ramène au 14 février 2014. Je vais d'un café-théâtre au Réformé. Et je fais une scène ouverte. Et à ce moment-là, le sketch que je décide de faire, et c'est à Veste, je décide de faire un sketch très inspiré, qui parle d'un chat nazi. Tout le concept du sketch, c'était de dire, ok, si je confie mon chat à Hitler, est-ce que mon chat va devenir nazi? Et si oui, est-ce que ce sera sa faute ou celle d'Hitler? Donc je sentais vraiment que je m'étais éloigné du cours stand-up que j'avais écrit, que j'étais sur une autre histoire. Et c'est bizarre parce que dès le moment où je suis arrivé sur scène, moi j'étais très stressé physiquement, je sentais que j'avais mal au ventre et tout, mais quand j'ai mis un pied sur scène, que je commençais cette histoire, je me suis dit ok, tu feras plus jamais que ça dans ta vie. Et ce qui s'est passé les années d'après, en fait, moi en février 2014, je commençais le stand-up. En juin 2014, j'ai signé à la télévision. J'ai signé pour présenter et produire 200 émissions à Paris. Par la suite, j'ai eu la chance de faire la première partie de Kev Adams, Anne Romanoff, que des gens pas drôles. Mais je les ai faites, ça m'a fait plaisir. J'ai travaillé pour Canal+, j'ai travaillé pour C8 et j'ai fait quelques festivals d'humour et à ma façon, j'essaye de faire avancer le stand-up à Marseille. Et ça, c'était pour le côté vraiment stand-up, le côté carrière. Mon petit garçon est né le 1er septembre 2014. Il s'appelle Dante. Il a un petit prénom italien parce que voilà, j'ai failli l'appeler Benito, mais tout le monde m'a dit ne fais pas ça. Mais il y avait une idée. Aujourd'hui, c'est un petit garçon qui a grandi pendant 5 ans et demi, il a grandi dans le stand-up. Du coup, il sait ce que c'est la valeur d'une blague, il respecte le fait de monter sur scène, il aime faire des blagues. J'ai bon espoir de vous l'amener ici un jour. C'est la DAS qui bloque. Aujourd'hui, c'est vraiment la DAS qui me pose problème. Et mon père va mieux. Mon père va à peu près mieux. Et surtout, ce soir, par exemple, si je suis ici ce soir, c'est parce que mon petit garçon, il est gardé par mon père ce soir. C'est-à-dire qu'il connaît son grand-père, moi j'ai encore mon père, et c'est vraiment une bonne affaire, on s'en sort super bien dans cette histoire. Et tout ça pour dire que dans la vie, il y a des variables. Votre santé, c'est une variable, l'argent, c'est une variable, votre morale, même, c'est une variable. Puis il y a des choses fixes. Votre famille, c'est une chose fixe. Votre volonté de faire, ça doit être une chose fixe. Et quand les variables, elles bougent un peu, rattachez-vous aux choses fixes. Moi, j'avais envie de faire du stand-up, j'ai fait du stand-up. Et c'est pas facile tous les jours. En 6 ans, je sais pas combien j'ai gagné, mais c'est pas beaucoup. C'est clairement pas assez pour élever une famille, mais c'est pas grave, ça me fait du bien.
Il y a des choses fixes, c'était l'envie que mon père s'en sorte. J'étais vraiment content qu'il s'en sorte et on s'est battu pour ça et qu'il soit relogé et que maintenant voilà, il s'en sorte connaissant son petit-fils. Et en préparant ce sketch, il s'est passé un truc ce soir. Je me suis dit, je vais imprimer mon sketch. Et comme ça, je pourrais le lire. Et juste avant, je me suis dit, je devrais regarder ce qui est devenu Robert Bedrosian. Ah non. Et je vous jure, c'est très bizarre la vie. Parce qu'en fait, Robert Bedrosian, il est mort il y a 3 jours. Mais non. Robert Bedrosian, en fait, Mais non. c'est pas une blague. En fait, il est décédé à Montréal le 9 février 2020, à l'âge de 81 ans. Et les funérailles auront lieu le 21 février 2020 à l'église Saint-Hippolyte à Saint-Laurent au Canada. Et ce qui est drôle, c'est que moi, quand ça arrive, hein, vous voyez, je vous dis, j'ai des trucs fixes et tout, mais dans la vie, ça arrive qu'on déprime, ça arrive à tout le monde. Et moi, quand je déprime, ce que je fais, c'est que je vais voir mon père. Et je lui dis pas, tu as des nouvelles de Robert Bedrosian? Et je vous jure que c'est bizarre. C'est qu'il me regarde toujours et fait ah. Et que je sais qu'il y a une partie de sa tête, Robert Bedrosian, est toujours à la tête de cette corporation. Hitachi Armoriaz. Message simple, expéditif. Et que ferait Jésus à ma place? Bien sûr, ce soir, Jésus a envoyé un mail à mon père pour dire que Robert Bedrosian était mort. Et c'était super drôle parce que ça l'a fait beaucoup rire. Et voilà, profitez des vôtres, amis. Bonne soirée.